Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mardi 5 octobre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Artistes engagés. Et pour ce 13e épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous un dessinateur qui fait des dessins satiriques et humoristiques qui s'appelle René Biquel. Bonjour René. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Merci à toi. Voilà, nous avons la chance et le plaisir de te recevoir aujourd'hui sur le Front Médiatique. Tu es autodidacte, libre penseur et dessinateur engagé. Voilà, donc tu es un artiste malheureusement trop peu connu du grand public selon nous, car tu es en avance sur ton temps et tu n'as pas attendu le chaos du 21e siècle pour utiliser ton art comme un outil de sensibilisation. Déjà dans les années 70, tu as commencé à t'interroger sur des questions de fond, comme par exemple la santé, l'environnement ou encore le progrès. Et tu as pris conscience que le dessin satirique et humoristique est un excellent moyen de faire passer des messages. Comme tu l'expliques dans une vidéo disponible sur ton site, c'est en étant infidèle à ton médecin et par un changement de mode de vie, passant notamment par une alimentation vivante et de façon plus générale par un changement d'état d'esprit, que tu as réussi à régler tes problèmes de santé. On va y revenir dans la première partie de notre échange. Donc, tu as publié une quinzaine de bandes dessinées engagées, ou en tout cas des histoires illustrées. Et on peut citer par exemple Le Malade enchaîné, publié en 95, Vaccination, la grande illusion en 2003, OGM, farine animale et autres vacheries en 2004, ou encore Élan vital, publié très récemment en 2020, ton dernier ouvrage. Tu as une capacité surprenante à mettre en lumière avec humour l'absurdité de notre environnement toxique et l'asservissement des populations au nom du progrès au fil de tes planches. Ton art est clairement subversif. En avant-propos de ta dernière création, Élan vital, tu explicites avec simplicité ton parcours concernant la santé, tes observations quant à tes pratiques médicales et tes habitudes alimentaires pour éviter d'affaiblir ton système immunitaire, contrairement à aujourd'hui, et tes changements de vie, ta vision de la vie pour remédier à ces manques et à ces déséquilibres. C'est donc le chemin, ton chemin vers la santé que tu exposes, jusqu'à l'importance également de prendre soin de son système de pensée et de croyance qui influence tant notre état bien-être global. Voilà l'importance du mental et de la psychologie. Donc, on va revenir ensemble dans cet échange en 3 temps. René, dans un premier temps, on va revenir sur ton parcours. Je vais te laisser un peu plus te présenter. Dans un deuxième moment, on parlera un peu de tes ouvrages, de certains de tes ouvrages, parce qu'on va pas pouvoir aborder les 15 ouvrages en 1h30. Donc, on parlera de santé, d'environnement et du progrès. Et enfin, dans un troisième temps, je te proposerai des questions un peu plus d'actualité autour de la pandémie du coronavirus, autour des montées autoritaires en France et ailleurs dans le monde. Voilà. Donc, merci encore d'avoir répondu présent parce qu'on pense aussi au Front Médiatique que l'art est un outil intéressant pour pouvoir sensibiliser le grand public. On va y revenir aussi dans cette première partie. Mais tout d'abord, j'aimerais savoir un peu pour mieux comprendre. On t'accueille donc dans cette série Artistes engagés, car tu es un artiste dessinateur et tu réalises donc des dessins satiriques et humoristiques pour faire passer des messages. Et donc, j'aimerais savoir tout d'abord à quel âge t'es venue la passion du dessin. Voilà, est-ce que tu avais des artistes autour de toi? Est-ce que tu prenais des cours de dessin pour savoir d'abord ce côté artistique avant de parler plus du côté politique? Bonjour. Alors moi, personnellement, j'ai toujours aimé dessiner en étant tout petit. Je me faisais des petites histoires, des histoires de gendarmes et de voleurs. Bon, maintenant, je fais toujours des histoires de gendarmes et de voleurs, mais c'est plus les mêmes personnages dans un contexte différent. Voilà, donc j'ai toujours aimé faire ça. Et puis bon, j'ai aussi beaucoup été dans le dessin d'art aussi. J'ai aussi réalisé des tableaux. Mais à un moment donné, j'ai un peu oublié tout ça. Et je suis revenu au dessin que beaucoup plus tard, dans les années 70-80, surtout dans les années 70, où j'avais fait un premier livre qui s'appelle Le sucre et la nutrition. Donc, c'était ma thèse de fin de cours de conseiller hygiéniste diététicien. Et également, j'illustrais beaucoup pour des revues alternatives, des revues écolo, des fois locales ou nationales. Voilà. Mais bon, le premier livre grand public, je l'ai réalisé qu'en 1995. Et entre-temps, c'est vrai que j'ai bien fait aussi d'attendre, parce que j'ai tout un vécu derrière tout ça. De tout ce que je réalise, il y a mon vécu. Et ça, c'est très important, parce que j'ai toujours, même tout ce que j'ai pu apprendre en théorie, sur la naturopathie, entre autres, c'est bien, mais l'expérience de vie, c'est beaucoup plus important. Et c'est ça qui m'a vraiment conforté. Et j'ai appris à avoir confiance en mon corps. Super.
Et j'aimerais essayer de comprendre aussi dans quel contexte un peu tu as pu prendre conscience en fait. Est-ce que dès ta jeunesse, quel contexte dans ton enfance t'a permis de prendre conscience en fait et de te construire en dehors de la pensée unique et dans une pensée divergente face au dogme dominant en vigueur déjà présent à l'époque? Mais j'ai toujours été un peu rebelle, même à l'école. Voilà, c'est vrai que j'ai quand même rapidement pris conscience des travers de notre société et surtout parce que déjà dans mon jeune âge, par exemple, j'ai été confronté, j'avais même pas encore 18 ans, à un drame vaccinal, ce qui a fait que je me suis beaucoup posé de questions par rapport aux vaccinations. Puis moi-même, j'ai été à un moment été malade suite à un rappel de vaccin fièvre jaune en Afrique. Et donc, quand je suis revenu en France, la première chose que j'ai fait, c'est vraiment de m'intéresser aux vaccinations parce que je me suis rendu compte que c'est peut-être pas vraiment ce qu'on nous dit officiellement. Et donc, en fil de recherche, hein, bon, j'ai trouvé par exemple la Ligue pour la liberté des vaccinations, où j'ai quand même trouvé beaucoup de documentation, beaucoup de publications scientifiques qui m'ont fait comprendre que c'est pas la médecine qui se trompe, mais qu'on trompe la médecine. Hein. C'est vrai que les médecins sont souvent de très bonne foi, mais ils savent pas ce qu'ils font parce qu'on leur apprend pas. Voilà, donc ça a été un déclencheur. Et donc, ça fait un demi-siècle déjà que je me suis intéressé, que j'ai été devenu anti-vax. À l'époque, on n'était pas nombreux. Hein, je me sentais vraiment seul et isolé dans le mode de vie que j'avais parce que j'ai rejeté plein de choses. Hein, je suis devenu végétalien, tout ça. Et à l'époque, je me sentais un peu seul et isolé. Or, aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus nombreux. Hein, on est quand même de plus en plus nombreux. Quand même, il y a une mouvance qui est là, il y a des prises de conscience qui sont là. Et donc, je me suis aussi beaucoup intéressé à ce que j'appelle le gouvernement mondial, hein, comment fonctionne le monde. Et c'est vrai et ça, c'est difficile à faire partager l'information. Et souvent, je prêtais des livres à mon entourage, mais les gens n'aiment pas trop lire. Et surtout, par exemple, quelqu'un qui n'est pas très motivé, il va pas lire un livre scientifique sur les vaccinations. D'où l'idée, par la suite, d'utiliser un moyen plus facile comme le dessin, enfin, l'image et l'humour. Donc, c'est là que j'ai commencé à redessiner, à refaire autre chose que je fais dans l'enfance, mais donc des dessins très engagés. Au début, mes dessins étaient aussi un peu agressifs envers le système. Hein. Bon, maintenant, ils le sont moins parce que moi-même, j'ai changé. Hein. C'est pareil, on exprime toujours ce qu'on a en soi. Hein. Et donc, maintenant, j'essaye de faire plus d'enseignement aussi plutôt que de rentrer dans l'art de la société. Ah, j'ai oublié de couper le téléphone. Voilà, donc c'est un peu mon parcours. Donc aujourd'hui, donc j'ai fait quelques bandes dessinées, enfin des albums illustrés, hein, voilà, qui plaisent beaucoup. Effectivement, bon, je ne passe pas sur les médias. J'ai déjà eu l'occasion de passer sur les médias. J'ai déjà eu l'occasion même d'être sur FR3 où je peux faire une émission en direct sur les vaccinations. Ils devaient me réinviter une deuxième fois, mais ils m'ont plus réinvité parce que j'étais un peu trop. Trop subversif. Voilà, c'est ça, oui. Donc, c'est vrai que maintenant, les médias, je crois que. Mais bon, heureusement qu'il y a des médias alternatifs comme vous. Vraiment, c'est super ce que vous faites hein, et je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup René, et c'est vraiment un plaisir partagé de t'accueillir. Et je le disais en introduction, donc c'est dans les années 70 que tu as commencé à t'interroger sur des questions de fond, hein, tu viens de nous le rappeler, et tu expliques sur ton site internet que tu as eu un événement de santé personnelle qui a fait que tu es devenu infidèle à ton médecin. Donc j'aimerais savoir un peu plus ce qui t'a permis de faire ce pas de côté. Donc peux-tu nous en dire un peu plus pour savoir ce révélateur? J'imagine c'est peut-être en lien avec cette vaccination. Déjà, oui, la vaccination, mais c'est surtout aussi que je vivais un peu n'importe comment aussi parce que j'ai passé une période de ma vie entre 17 et 18 ans où je picolais, je fumais, enfin voilà, je faisais un peu n'importe quoi. Et j'ai passé 2 ans en Afrique et puis en rentrant d'Afrique, j'avais un problème je sais plus comment ça s'appelle, vitiligo. Enfin, j'étais bien bronzé, mais j'avais plaques blanches, un champignon sur la peau dont j'arrivais pas à me débarrasser. Et effectivement, j'ai commencé à me poser des questions parce qu'intuitivement, j'ai jamais fait confiance à la médecine. Parce qu'on voit même, par chez moi, il y avait un dermato qui avait lui-même des problèmes, une vilaine peau. Donc, voilà. Et donc, effectivement,
en changeant de mode de vie, d'alimentation, que les choses se sont arrangées tout seul. J'aurais pu, si j'avais continué à mal me nourrir, j'aurais pu mettre toutes les spécialités de pommade qui existent au monde, ça n'aurait servi à rien. Hein, donc, effectivement, quand j'ai commencé à changer dans mon alimentation, voilà, ça a disparu comme par miracle. Et à l'époque, c'est vrai que j'avais des visites médicales, parce que professionnellement, je devais avoir des visites médicales, c'était pas pour mon pas parce que j'étais malade. Donc, le médecin, la première fois, il a noté mon problème de peau. Il m'a vu l'année suivante, puisque c'est une visite annuelle. Il s'est posé là, il m'a dit, ah, mais vous avez une belle peau. Et là, j'ai commencé à lui expliquer. Bon, il a un peu haussé les épaules. Et bon, voilà. Mais ça ne m'a pas intéressé. Et donc, voilà, donc c'est là que. Mais c'est vrai que j'ai aussi fait beaucoup d'erreurs au départ quand j'ai changé d'alimentation. Parce que je suis tombé sur La Vie claire, où Henri Charles Geffroy, qui est un peu le leader de La Vie claire, qui préconisait une alimentation à base de céréales, hein, donc végétalienne pure et dure. Donc, c'est vrai que quelque part, j'ai eu des améliorations, mais à long terme, j'ai eu une fonte musculaire. Bon, j'ai jamais été très gros dans ma vie, et donc voilà, là, je me suis posé des questions. Il y a quand même un problème de manque de protéines. Maintenant, c'est toujours pareil, nous sommes tous différents. Il y a peut-être des personnes à qui ça réussit bien. Hein. C'est pareil, là, je vois actuellement encore des gens qui sont véganes, qui sont très musclés, qui sont bien en forme. Par contre, j'en vois d'autres où je me dis qu'il faudrait peut-être mieux qu'ils prennent un peu de protéines animales. Voilà, donc j'ai eu tout un parcours, hein, donc depuis les années 70, ça fait un demi-siècle. Et donc, j'ai abandonné l'alimentation de céréalienne donc 2 ans après quand même. Hein. Donc, j'ai réintroduit des œufs dans l'alimentation. Hein, puis j'ai même eu un petit élevage de volailles que j'ai arrêté parce que j'avais trop de problèmes avec les renards. Puis, c'est vrai que c'est les renards qui ont pas mal. On avait un super élevage, j'avais toutes sortes de volailles. Mais bon, et le problème, c'est quand on s'absente, parce qu'après, j'ai commencé à faire des salons, des foires bio, donc je m'absentais souvent. Et voilà, donc je ne pouvais pas laisser ma volaille enfermée non plus. Donc, on a arrêté. Et j'avais aussi lancé dans les années 80, où il n'y avait pas autant de Biocoop ou de magasins bio comme aujourd'hui. J'avais lancé un groupement d'achat familial où on achetait les produits en gros pour les redistribuer. Et donc, il y a d'autres villages où ce mouvement est né. Et donc, on allait chercher, par exemple, dans le Jura, moi j'habite en Alsace, on allait dans le Jura chercher des meules entières de comté, donc on distribuait après. Et comme c'est moi qui m'étais chargé, enfin, on se chargeait avec mon épouse, on s'est chargé de la distribution, souvent il nous restait des grands morceaux, des grandes parts. Donc, ce qui fait que j'ai un peu mangé un peu trop de fromage à une certaine époque. Et ça s'est vite ressenti, enfin vite, bon, je m'en suis rendu compte, parce que je commence à avoir des problèmes au niveau articulation, j'avais même du mal à me gratter le dos ou pour lancer une pierre, et j'avais par la suite même mal à une épaule en continu. Or, aujourd'hui, j'ai une épaule toute neuve, hein, j'ai pas une prothèse, hein, c'est une toute neuve par la régénération. Je dis ça parce que dans une conférence, une personne, quand j'ai dit j'ai une épaule toute neuve, la personne me dit, vous avez une prothèse? alors que je parlais de régénération. Voilà, donc effectivement, j'ai découvert que notre corps dispose de capacités de régénération extraordinaires, hein, si on lui en donne les moyens. Donc, j'en parle surtout dans mon livre Élan Vital. Et donc, parce que moi, dans le passé, j'étais même un peu jaloux, parce que j'avais beaucoup d'amis, enfin de copains de mon âge, de mon enfance, qui avaient une constitution beaucoup plus forte que la mienne. Et donc, et maintenant, en fin de compte, c'est l'inverse. Hein, donc, maintenant que j'ai 73 ans, j'ai beaucoup de gens de mon âge. Pour ceux qui vivent encore, d'ailleurs, ils ont des gros problèmes de santé. Maintenant, c'est l'inverse. Hein, c'est moi qui peux me vanter. Enfin, j'aime bien un peu me vanter de mon état de santé. Parce que c'est pour montrer aussi ce que je fais, ça marche. Parce que c'est vrai que souvent, surtout dans les années 70, les gens me trouvaient un peu bizarre avec ce que je fais, quoi. Parce que végétarien, c'était pas tellement à la mode à l'époque. Hein, c'était à part que, oui, non, effectivement, les gens ne connaissaient pas. Donc, il y en a même un qui m'a dit, tu es végétarien, mais tu vas crever, quoi. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que je suis un peu moins végétarien, bien que dans ma tête, je suis toujours végétarien, mais
je complète quand même avec des œufs, entre autres. J'ai arrêté totalement les produits laitiers et c'est surtout là, et quand j'ai arrêté les céréales, et c'est là que vraiment j'ai une forme extraordinaire, hein. Donc moi je suis aussi arboriculteur, je fais du travail, je travaille beaucoup dehors, je fais du bois en forêt en hiver, mais je suis étonné d'avoir une telle vitalité à mon âge parce que moi je pensais qu'à 70 ans, déjà en voyant mes ancêtres, mes grands-pères ou mes parents, dans quel état ils étaient à cet âge-là. Et donc là, je suis étonné. Donc, on peut rester jeune jusqu'à un âge très avancé. Bien sûr, hein, il faut aussi donner au corps le moyen de rester jeune. Super. Et d'ailleurs, tu rappelais donc ce principe de régénération. Et pour ceux qui veulent approfondir la question, je les encourage à regarder le documentaire d'Alexandre Ferrini qui a réalisé donc un document qui a pour titre Régénération et qui parle donc de ce concept trop peu mis en avant, trop méconnu du grand public. Tu as donc un parcours et dans tes écrits à titre personnel, tu as un lien donc avec la santé, on le voit, qui est fort. Enfin, tu t'es questionné sur la santé, tu as une formation aussi de nutritionniste et donc tu as un parcours intéressant en termes de santé. Aujourd'hui, quand on parle de santé en France, on a l'impression plutôt, en France ou en Occident d'ailleurs, de plutôt soigner des maladies, de regarder uniquement des symptômes, plutôt que travailler sur la santé globale de l'individu avec un regard plus holistique, comme dans les médecines par exemple asiatiques ou dans les médecines traditionnelles européennes, comme la naturopathie. Quelles seraient selon toi un peu les plus grandes critiques que tu pourrais faire du système de médecine actuel en Occident qu'on appelle allopathique, chirurgical et nucléaire? Ben la principale reproche, oui, on peut appeler ça reproche, c'est qu'on n'apprend pas en médecin le sens de la maladie. Par exemple, les médecins, on leur a appris à réprimer les symptômes. Or, les symptômes sont souvent très utiles. Par exemple, la fièvre, il n'y a pas besoin de chercher de remède contre la fièvre, c'est le remède. Et quand on a compris ça, tout change. Et moi, je dis même, ça peut surprendre, faire une bonne grippe, soigner naturellement, protège de maladies chroniques plus graves ou même du cancer. Parce qu'on dit que la grippe peut tuer, c'est pas vrai, c'est pas la grippe qui tue, c'est souvent le fait qu'on va arrêter les symptômes à coup de médicaments toxiques, que les gens souvent meurent. Après, on dit qu'ils meurent de la grippe. Or, c'est pas vrai. Bon, effectivement, peut-être que des gens qui sont dans un état de dégénérescence ou très intoxiqués ou qui manquent de vitalité, ils peuvent peut-être mourir au cours d'une grippe parce que leur corps ne peut plus. Mais la grippe, c'est un processus de régénération, de nettoyage. Et toutes les maladies aiguës, c'est ça, en fin de compte. Et donc, moi, j'ai fait ces expériences et j'ai très bien compris déjà, parce que j'avais eu un problème à un moment donné dans les années 70. Et justement, c'est là que je me suis mis à pratiquer, à pratiquer ces méthodes naturelles de santé. Et c'est là vraiment, ça a été très libérateur quand j'ai vu comment le corps fonctionne. Voilà, et c'est là vraiment que j'ai compris que ces crises aiguës, quand on a une bonne fièvre, ben, il faut la respecter. Bien sûr, il faut prendre des mesures. Par exemple, moi, je suis adepte un peu des bains froids, mais quand on se sent dans un état fébrile, il faut plutôt prendre des bains chauds, hein. Donc voilà, et c'est vrai, j'ai fait une vidéo qui est beaucoup regardée parce que Thierry Casasnova l'a relancée aussi. Et je crois que je vais en refaire une quand même pour expliquer que ça ne se fait pas n'importe comment, les bains froids non plus, hein. Et puis voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent bah, quand j'ai de la fièvre, je me mets dans l'eau plus froide, un peu plus froide. Et ça, il ne faut pas le faire. Au contraire, prendre un bain froid quand on a de la fièvre, ça peut, enfin, je dirais pas, si ça peut tuer quelqu'un. Pourquoi pas, on peut le dire. Parce qu'on contrarie le corps dans son effort de restauration de la santé. Voilà. Et d'ailleurs, on voit sur ta chaîne YouTube, à un moment, tu te mets en maillot de bain dans la neige. Donc, c'est une forme de bain froid, hein. Tu t'allonges dans la neige et tu racontes les vertus comme ça de ces chocs de température et d'amener notre corps dans des situations critiques, au contraire, pour l'encourager à se régénérer. Tu parles aussi de la loi de l'hormèse. Et donc, aujourd'hui, si tu avais quelques clés que tu mets en pratique dans ton quotidien pour pouvoir avoir cette bonne santé à 73 ans, tu nous le rappelais, tu en es presque fier, hein, tu le disais, tu en es fier. Est-ce que tu peux nous donner quelques clés pour nous, simples citoyens aussi comme toi, hein, simples êtres humains, des choses que tu as mis dans tes habitudes alimentaires, dans tes pratiques de vie, dans ton hygiène de vie, pour remédier donc au déséquilibre de notre époque et avoir un meilleur équilibre dans le corps et dans l'esprit? Oui, donc effectivement, pour moi, en premier, c'est quand même l'alimentation, mais il n'y a pas que. Bon, pour moi, l'important, hein, c'est de manger
un maximum d'aliments vivants, hein, parce que c'est important, la vie se nourrit de la vie. Hein, et moi, peu importe qu'on soit végétarien, végétalien, qu'on mange des protéines animales, voilà, qu'on soit omnivore, comme on dit, pour moi, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'avoir un maximum d'aliments vivants. Et donc, ça permet aussi d'entretenir une bonne flore intestinale, parce que c'est la clé de la santé et du bien-être. Parce qu'on sait aujourd'hui que beaucoup d'hormones du bien-être, hein, comme la mélatonine, la sérotonine, sont aussi sécrétées en grande partie par nos intestins. Donc, enfin, par le microbiote intestinal. Donc, c'est très important pour le mieux-être en général, avoir des intestins en bon état. Hein. La santé est quand même liée, on dit toujours, à santé intestinale, santé générale. Voilà, donc ça, c'est vraiment très important, une alimentation vivante. Pour moi, ça a été vraiment une découverte parce que pendant longtemps, je mangeais bio, je pensais manger sainement pendant des années et des années. Pendant 20 ou 30 ans, je ne sais plus, je ne me plus maintenant. Mais c'est vrai qu'en pratiquant l'alimentation vivante, pour moi, ça a été vraiment, j'ai ressenti un regain d'énergie extraordinaire qui m'a vraiment aussi conforté dans ce que je fais, qui ne me donne pas envie d'aller en arrière. Et surtout, pour moi, c'est venu, j'ai rien forcé, parce que effectivement, il faut jamais rien forcer, il faut jamais se sentir trop frustré, parce que pendant longtemps, je fréquentais des gens qui étaient dans l'instinctothérapie qu'on appelle, qui mangeaient des aliments crus non transformés, et moi je disais, oh, c'est pas pour moi, et puis même intestinalement, moi, je supporterais peut-être pas de manger de grandes quantités de fruits. Or, tout se régénère, surtout les intestins, très facilement d'ailleurs. Et donc, voilà, je ne sais pas où je voulais en venir là, mais en fin de compte, c'est vrai que pour moi, c'est important. Donc, oui, je voulais dire que j'en suis venu très facilement. C'est venu comme ça, sans forcer. Et ce qui est sûrement formidable, c'est que je ne me sens pas frustré avec ça. Hein, je n'ai même plus d'appétence pour des plats cuits dont je raffolais avant. Ça ne me dit rien. Donc, c'est vrai que. Et ça m'a étonné moi-même hein, que je puisse faire ça aussi facilement. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais je crois que quand on est prêt, voilà, ça va tout seul. Et donc, il y a ça, effectivement, mais il y a le bien-être émotionnel, mais ça vient aussi par les intestins, hein, parce que déjà, bon, c'est vrai que les intestins, c'est 80% de notre immunité, mais aussi, comme je l'ai dit avant, notre bien-être passe aussi par là. Maintenant, il y a aussi une démarche que je dirais, entre guillemets, spirituelle. Bon, enfin, moi, je me définis comme un libre penseur. Je n'adhère à aucun système de croyance, à aucun dogme, qu'il soit religieux ou quoi que ce soit. Donc, j'essaie de penser par moi-même et d'expérimenter moi-même. Et puis voilà, il n'y a pas. Moi, je n'adhère à rien, à aucun système de croyance. Et ça, c'est très important parce qu'on souvent on est prisonnier de croyances. Et je rencontre souvent des gens qui sont enfermés dans des dogmes. Et voilà, ils ont besoin de quelqu'un. Il y a toujours besoin d'un espèce de guide, de gourou qui leur dit quoi faire. Or, moi, je trouve que c'est très malsain. On devrait dépendre de personne. On a tout en nous. Et ça, c'est important à comprendre. Tout est en nous. Et donc, cette démarche spirituelle, pour moi, ça consiste à être pleinement soi-même. Hein, à sortir de temps en temps un peu du mental, de la tête et être dans le cœur. Justement, et ça, c'est très important pour trouver sa voie. Et je l'ai fait d'ailleurs sous forme de dessin, j'en ai même fait des cartes postales, hein, sortir de sa tête et rentrer dans son cœur. Et pour moi, c'était très. Et puis les choses, les événements viennent des fois tout seuls. Ça, j'ai fait des expériences extraordinaires. Hein. On parle beaucoup de ce qu'on appelle la loi d'attraction. Mais bon, pour beaucoup de gens, ça ne marche pas parce qu'ils sont trop dans la tête. Et en fin de compte, pour moi, personnellement, je crois que la base de la loi d'attraction, c'est d'être dans la gratitude. La gratitude déjà pour ce qu'on a et même la gratitude pour ce qu'on n'a pas encore. Hein, pouvoir remercier pour ce qu'on n'a pas encore. Et c'est très difficile parce que des fois, on peut être confronté à des événements très négatifs. Et alors, remercier pour le dénouement de la situation, c'est très. Oui, c'est pas facile, mais moi j'en ai fait l'expérience. Hein, je me suis une fois trouvé dans une situation, je dis, ça y est, je ne m'en sortirai pas, mais être dans la gratitude, remercier déjà pour la solution, ben, ça fait des miracles. Et donc pour moi, pour la santé, c'est vraiment changer dans un autre état d'esprit. C'est très important pour la santé. Ensuite, bien sûr, j'ai aussi la loi de l'Hormèse, hein,
Et souvent, comme j'ai une maison solaire, on a beaucoup d'eau chaude solaire en été. Souvent, je prenais des bains chauds à Alcana dépuratif dans la baignoire dehors. Bon, c'est très bien quand on est encombré, surtout, moi je conseille ça en état pré-grippal, ça permet au corps de bien voilà, se dépurer, de se nettoyer. Mais je ne connaissais pas trop les bains froids, enfin je n'étais pas attiré non plus. Mais une chose que je pratiquais, parce que mon père me l'a appris, mon père était prisonnier en Russie, hein, il était enrôlé de force dans l'armée allemande, et puis il s'est évadé du côté russe, où il s'est engagé pour entrer dans la première armée française, mais il a été retenu en Russie. Et en tant que prisonnier russe, il a vu les soldats russes qui, en hiver, se mettaient tout nus et allaient se coucher, se frotter dans la neige. Donc les prisonniers, parce qu'il était dans un camp où il y avait uniquement des Alsaciens mosellans qui étaient prêts pour repartir dans l'armée française. Et donc ils ont commencé à pratiquer ça. Et puis ils ont vraiment, parce que comme ils étaient tous en mauvais état sanitaire, mais le fait de se frotter dans la neige, ça leur donnait un bon regain d'énergie. Et donc, je pratiquais un peu ça quand j'étais gamin avec mon père. Et puis finalement, j'ai un peu oublié, mais là, j'ai repris ça. Bon, c'est vrai que ces dernières années, on n'a pas toujours beaucoup de neige. Bon, on en a en montagne. Et voilà, donc les bains froids, pour moi, ça a été une découverte extraordinaire. Et c'est vrai, comme j'ai dit avant, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Hein. Commencer à faire prendre des douches froides ou des bains moins froids. Et voilà, bon, maintenant, je rentre sans problème, je casse la glace et je rentre dedans sans. Voilà. En fin de compte, je ne réfléchis pas, je rentre dedans. Hein, parce que si je commence à réfléchir et à tâter l'eau. Et donc, c'est vrai. Et maintenant, je me souviens que j'ai quand même appris aussi des choses qui sont quand même restées en moi par rapport au récit de mon père quand il était prisonnier en Russie. Parce qu'en fin de compte, lui, il a toujours dit qu'il doit sa survie au fait qu'il était dans ce qu'on appelle les Waldkommandos, c'est-à-dire les commandos de forêt, où ils allaient travailler en forêt. Donc, c'est-à-dire parce qu'ils étaient très, très mal nourris, ils étaient dénutris dans le camp. Mais lui, comme il allait travailler en forêt à la fin de l'hiver, des fois, il m'a dit, il rongeait des écorces de certains arbres. Il leur arrivait des fois, au printemps, donc des plantes qui poussaient, à manger un peu de verdure, des plantes que certains connaissaient. Ou même, ils arrivaient même des fois à dénicher des nids d'oiseaux. Il y avait des œufs d'oiseaux, enfin des choses comme ça. Et il dit que grâce à ça, il a mieux survécu, entre autres, quoi. Et puis en plus, comme mon père était un bon chanteur, il imitait la voix de Tino Rossi. Et donc en été, il était employé dans les kolkhozes, où donc il devait sarcler les champs. Et donc il chantait voilà, pour donner le moral à tout le monde. Et puis les gardiens russes en redemandaient, ils demandaient de chanter encore. Et en fait, après, ils l'ont récompensé en lui donnant en cachet des légumes, des choses comme ça. Donc, effectivement, tout ce que mon père m'a raconté, maintenant, je retrouve effectivement l'importance du côté vivant de l'alimentation, parce que dans ce camp de prisonniers alsaciens-lorrains, il y a comme 9000 jeunes qui sont morts dans ce camp, morts de mauvais traitements, de dénutrition, et ainsi de suite. Et donc, pour moi, ça a été quand même aussi quelque chose qui est resté en moi. Donc, effectivement, cette importance de manger vivant. Voilà. Merci René, je te remercie aussi de parler du dogmatisme et d'éviter de tomber dans le dogmatisme, parce que souvent ce qu'on reproche aux individus qui pensent différemment, c'est d'être dogmatique, alors qu'au contraire c'est plutôt la société actuelle qui est dogmatique, parce qu'on l'entend dans tes propos, tu es très humble et au contraire tu expliques que la santé, on est tous différents et que c'est pas forcément les mêmes régimes alimentaires ou les mêmes pratiques qui vont fonctionner de la même manière pour tout le monde. Et merci pour cette nuance et rappeler qu'on a tous le besoin de s'écouter soi-même pour pouvoir savoir comment fonctionner, quel environnement construire autour de nous pour pouvoir être en bonne santé. Donc toi, tu utilises le dessin et l'humour, donc qui est selon toi un outil puissant pour sensibiliser les gens. Et bien nous, dans notre média indépendant citoyen, on tente aussi depuis des années d'informer tout un chacun pour permettre de mieux comprendre le monde actuel, pour pouvoir mieux le réinventer. Mais on se heurte souvent en fait à des auditeurs qui ont des systèmes de croyances qui sont quasiment insurmontables, où en fait c'est des croyances et des dogmes, encore une fois. Et toi, tu as pris conscience que le dessin satirique humoristique était un excellent moyen de faire passer le message. Comment tu t'en es aperçu? Et quel retour tu peux avoir? Est-ce que des fois, tu as eu des lecteurs aussi qui ont réussi à évoluer grâce à tes histoires illustrées? Parce que voilà, c'est le canal qui est le plus pertinent selon toi, que tu utilises depuis maintenant plus de 30 ans publiquement. Oui, effectivement, j'ai eu d'excellents retours.
Et surtout par rapport à mon livre Vaccination, la grande illusion, donc que j'ai refait entièrement là, que je l'ai réactualisé, je l'ai réédité, je l'ai mis en couleur. Et là, j'ai eu pas mal de lettres de remerciement parce que souvent le problème des vaccinations est souvent sujet à conflit dans les familles. Et donc, souvent des personnes qui m'ont acheté ce livre, bon, il ne faut pas l'imposer, on le laisse traîner. Comme il y a de l'image, bon, ben l'image c'est toujours attirant, les dessins, ça peut rigolo certains dessins, donc les gens finissent par regarder le livre, regarder les dessins, finalement ils commencent par le lire, ils regardent les citations, parce que Vaccination, la grande illusion, je complète toujours avec des citations scientifiques et médicales pour donner un peu de sérieux à l'humour. Et donc finalement, les personnes qui prennent ce livre en main finissent par le lire en entier. Et donc, combien de fois on m'a dit, oui, depuis que mon mari a lu votre livre, voyez, j'ai la paix par rapport aux vaccinations, mon mari est d'accord avec moi. Donc, c'est vrai que ça a fait son travail. Parce que, effectivement, avoir des livres scientifiques sur les vaccinations à la maison, pour quelqu'un qui n'est pas motivé, comme je l'ai dit avant, ça, voilà, les gens ne lisent pas. Et donc, c'est vrai que pour moi, je suis heureux, je remercie le ciel d'avoir pu faire ça, parce que je me sens vraiment bien là-dedans, puis je suis vraiment heureux de, voilà, quand je dessine, de pouvoir porter un message comme ça par l'image et l'humour, moi, je suis très heureux là-dedans. Avant de passer à la deuxième partie, René, il y a une question d'un internaute, c'est Nounours qui nous demande c'est quoi vivant? C'est cru ou tout juste cuisiné? Pour toi, c'est quoi l'alimentation vivante? Oui, alors effectivement, il y a ceux qu'on appelait à un moment donné l'instinctothérapie ou l'alimentation sensitive. Ils mangent tous les fruits et les légumes à la croque. Donc ça, je ne le pratique pas parce que, bon, c'est vrai, au niveau social, c'est un peu difficile d'appliquer ça. On peut le faire de temps en temps chez soi ou quand on est en voyage. Je le fais quand je suis en voyage. Mais nous, on pratique ce qu'on appelle la cuisine. Donc, on peut faire des plats gastronomiques en cru. Hein, bon, c'est vrai qu'il y en a qui diront, oui, c'est pas l'idéal parce qu'on a tendance à manger plus que le corps en demande. C'est vrai. Mais tant que je n'ai pas de problème de santé, bon, moi, je me suis bien là-dedans dans la cuisine. Et d'ailleurs, souvent, on se retrouve entre amis où chacun apporte son plat cuisiné. On fait des découvertes, ce que l'autre y fait. C'est magnifique. Dimanche dernier, on était chez une qui était spécialisée dans la cuisine, qui nous a fait vraiment de la gastronomie, mais alors des fromages végétals, enfin vraiment, on s'y croirait, enfin des trucs bluffants. Et nous a fait deviner quelle est la base du plat. Des fois, on avait du mal à deviner, quoi, tellement on peut faire de très bonnes choses sans cuire, voilà. Et donc, c'est ça. Donc dans cette alimentation vivante, effectivement, il n'y a pas de céréales, puisque le céréales, sauf germer, on ne peut pas manger des céréales cuites. Voilà, donc personnellement, j'ai arrêté maintenant les céréales, tout ce qui est produits laitiers, hein, toutes les vacheries. Et donc, on peut quand même faire des plats très variés. Et bon, nous, on produit beaucoup de noix parce que moi, je suis arboriculteur. Et puis, nous, on fait beaucoup de plats à base de noix, en salé, en sucré. Et voilà, notre spécialité d'ailleurs, qu'on fait toujours découvrir aux gens qui viennent chez nous ou quand on va chez d'autres, hein, on appelle ça le beurre d'ail. Hein. En fin de compte, c'est des noix qui sont mixées avec de l'ail, du persil, du thym, enfin, on peut varier des fois avec du piment. Et c'est vrai, quand des gens découvrent ça, ils trouvent ça extraordinaire, quoi, qu'on peut faire des bons plats. Bon, la plupart, on connaisse déjà. Et donc cette cuisine, ça permet quand même, au niveau social, de faire connaître l'alimentation vivante sous cet aspect-là. Parce que c'est vrai que l'instincto, enfin manger comme ça, non transformé, c'est un peu difficile. Et donc, depuis que je mange cru aussi, surtout à une époque où je mange beaucoup de fruits, comme à cette saison, parce que je suis je passe mes journées dans le verger quand je peux. Je mange beaucoup de fruits, mais après, je sens besoin d'avoir des protéines animales. Et donc, en plus des œufs, j'ai introduit les produits de la mer, hein, soit des huîtres, des coquilles à des trucs, et du poisson, essentiellement des sardines que je fais mariner, crues, dans le jus de citron, dans l'ail, le piment. Enfin bon, on peut assaisonner de diverses manières et le présenter de diverses manières, parce que c'est vrai, la présentation, c'est très important aussi. Hein. Souvent, et puis voilà, donc je mixe beaucoup de choses aussi, par exemple des orties, comme ça, les manger comme ça, j'aime pas trop, donc je mixe des orties crues avec du piment, avec toutes sortes d'assaisonnements, voilà, on peut faire des soupes crues, on peut faire énormément de choses, il suffit d'avoir un peu d'imagination. Personnellement, j'ai jamais lu de livre sur des recettes,
Moi, je sais pas, on peut inventer. Moi, j'invente, j'essaie d'inventer. Des fois, c'est bon, des fois moins bon, des fois, ça plaît pas. Mais bon, j'aime bien inventer des nouvelles recettes et puis on peut faire des variétés à l'infini. Super. Allez, avant de passer à la deuxième partie, une dernière question encore de Nounours. Tu nous parlais tout à l'heure de la flore intestinale. Il nous demande est-ce qu'il y a des tests précis pour pouvoir étudier sa flore intestinale ou est-ce qu'il y a des médecins qui se consacrent précisément à cette question? Bah, personnellement, non, je ne connais même pas de médecin qui savent. Moi, c'est l'observation, déjà l'observation des selles. Voilà, et puis l'odeur des selles, tout ça, ça joue, parce que les selles ne devraient pas avoir une odeur oui, on dit pas que ça pue. Et voilà, les selles ne devraient pas avoir d'odeur forte, elles devraient être bien moulées, ou même si elles ne sont même pas trop moulées, ça n'a pas d'importance. Faut pas être, si on est constipé, c'est qu'il y a déjà un problème. Hein. Si on a la diarrhée, enfin, il y a diarrhée et diarrhée. Hein. On peut avoir de temps en temps des selles un peu liquides, je dirais, mais sans qu'il y ait une suite. Une vraie diarrhée, c'est différent, quoi. Et d'ailleurs, il y a une odeur caractéristique. Quand on a une vraie diarrhée où il y a une odeur vraiment caractéristique, c'est plutôt pathologique, quoi. Et donc l'observation de ces selles, l'observation de tout, de la façon dont on est, parce que, comme j'ai dit avant, ça a une influence sur le tout. Et donc, et cette flore intestinale, elle se met en place. Si on mange sainement, il n'y a aucun souci, elle se met automatiquement en place. Maintenant, effectivement, il y a le problème, quelqu'un qui prend un traitement antibiotique, hein, là, on flingue la flore intestinale. Et personnellement, dans le milieu d'alimentation vivante ou d'hygiénisme, on parle beaucoup de purge. Alors moi, je ne suis pas tellement pour, hein, personnellement, hein, je ne dis pas que j'ai la vérité là-dedans, mais moi, je ne pratique pas ça. Maintenant, il y a des gens pour qui ça peut être important quand il y a des problèmes de santé, même des fois où il y a des situations d'urgence, je dirais qu'une purge, ça peut être bon. Hein. Voilà, je ne suis pas contre, même si personnellement, je ne pratique pas. Parce qu'une purge aussi, la flore intestinale aussi, il faut qu'elle se refasse. C'est vrai que si on mange vivant, elle se refait très facilement, il n'y a pas de souci. Donc, il faut se méfier aussi de l'eau chlorée et de plein de choses comme ça pour avoir une bonne flore intestinale. Mais ce qui détruit la flore intestinale, c'est déjà toute cette chimie qu'il y a dans les aliments. L'aliment cuit, ce n'est pas l'idéal non plus. Et puis voilà. Donc, moi, il n'y a pas de souci à faire. Il n'y a pas besoin de voir un médecin pour voir si la flore intestinale est bonne ou pas. Il suffit de s'observer. Hein. Super. Merci beaucoup, René. On va enchaîner vers la deuxième partie. Donc, on va parler un peu maintenant de tes livres, de tes BD, de tes histoires illustrées, comme tu les appelles aussi. Et donc, j'aimerais qu'on commence avec un des premiers ouvrages que tu as édité qui s'appelait OGM, farine animale et autres vacheries. Voilà. Oui. Donc, dans lequel tu abordes évidemment les OGM, mais aussi le brevetage du vivant, un sujet qui est trop peu connu, ou en tout cas qui est trop délaissé. Tu parles du nucléaire, de l'agriculture intensive, de l'élevage que tu dis contre nature. Donc, c'est une forme de recueil de dessins humoristique qui présente ces facettes du système insidieux, selon toi. Et tu dis, cela doit nous inciter à la réflexion et à la vigilance. Oui. Pourquoi, selon toi, il faut qu'on réfléchisse là-dessus et qu'on soit vigilant? Pourquoi les OGM, le nucléaire, présentent des dangers réels et des conséquences irréversibles, selon toi? Oui, donc c'était pas mon premier livre, bon, peu importe. C'est à l'époque de La Vache Folle, surtout, où j'ai eu envie de faire ce livre pour montrer que enfin, les travers de notre société, et puis aussi surtout pour informer, parce que les médias officiels nous disent toujours que les OGM, voilà, c'est sans danger, et puis voilà, et puis on est arrivé à des catastrophes sanitaires, comme enfin, La Vache Folle, le problème était aussi ailleurs, et donc j'ai vraiment envie de transmettre toutes ces informations. C'est vrai que j'ai toujours été anti-nucléaire, parce que depuis 1971, quand il y a eu le projet de la construction de la centrale nucléaire de Fessenheim, où je me suis très engagé. D'ailleurs, là aussi, j'ai fait mes premiers dessins. En fait, parmi les premiers dessins, c'est aussi les dessins antinucléaires. Et donc, voilà, j'ai un peu mis toute cette actualité de La Vache Folle, de OGM et nucléaire, parce que les OGM étaient à leur début. Donc, voilà, je voulais vraiment faire connaître tout ça et pour que les gens réfléchissent un peu autrement que ce que nous montrent les médias officiels. Oui. Mon premier livre, c'était Le Malade enchaîné. Donc, justement, c'était par rapport à... Donc, c'était en 95. Et donc là, en fin de compte, j'ai rassemblé plein de dessins que j'avais déjà fait des années d'avant. Et j'ai rajouté quelques citations et des textes. Et puis, donc, ça a donné mon premier livre. Donc, c'était mon deuxième livre, puisque le premier, c'était Le sucre et la nutrition. Mais c'était mon premier livre grand public, parce qu'à l'époque, j'avais un éditeur, les éditions Altesse à Paris,
Donc, ce livre qui a été quand même bien diffusé, qui m'a fait connaître dans un premier temps. Et ensuite, en 99, j'ai sorti donc ce fameux chemin de la souveraineté individuelle, où je voyais déjà à l'époque un peu comment fonctionne notre monde. Hein, qu'il y a quand même une élite qui nous mène à bateau. Et maintenant, je dis qu'on pourrait construire, enfin, on va peut-être encore le faire, un monde paradisiaque, s'il n'y avait pas cette élite qui nous parasite, qui détruit notre économie, notre santé et ainsi de suite. Et pour voir on va en parler tout à l'heure aussi. On va y revenir. Mais d'ailleurs, juste, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que le brevetage du vivant, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est trop peu connu, et donc peut-être nous expliquer rapidement et aussi les dangers que ça implique en termes de liberté pour les individus par rapport à des compagnies qui vont mettre la main mise sur des choses qui viennent de la nature. Oui, donc effectivement, c'est quelque chose, si ça vient de la nature, normalement, on ne devrait pas pouvoir le breveter. On peut breveter quelque chose qu'on a découvert soi-même, que ce soit au niveau mécanique ou n'importe. Oui, là, on peut breveter, c'est moi qui ai découvert ça, c'est moi qui ai construit ça, mais des choses, breveter un truc qui vient de la nature, ce n'est pas normal puisque la nature appartient à tout le monde. Et donc, ça, c'est... En fin de compte, c'est comme pour tout. Il y a tout un système qui se met en place. Les labos veulent gagner du fric et puis ils veulent avoir leur truc pour eux, pour faire du profit sur un produit pour éviter qu'un autre le recopie. Voilà. Donc, bien sûr, bientôt avec les vaccinations actuelles, ils vont aussi pouvoir nous breveter, nous. Non, mais là, donc, c'est quelque chose dont il faut prendre conscience que il ne faut pas accepter ça, quoi. Il ne faut pas accepter qu'on puisse breveter des choses qui sont pour moi pas brevetables. Et d'ailleurs, ce qui a donné lieu aussi à l'affaire Beljanski, dont j'en ai fait un livre qui s'appelle Découverte interdite de l'affaire Beljanski, où justement Beljanski a fait des extraits de plantes qui marchaient. À l'époque, je n'y croyais pas trop au départ parce que moi, l'aspect remède, ça ne m'intéressait pas. Puis j'ai rencontré quand même beaucoup d'anciens malades qui sont sortis, entre autres, grâce à ces produits Beljanski. Et donc, les labos ont tout fait pour que Beljanski ne puisse pas mettre ses produits sur le marché, parce que à moi de lui voler le brevet. Voilà, donc... Et donc, mais Beljanski était quelqu'un qui ne cherchait pas à avoir un brevet sur son produit, il voulait quelque chose qui marche et ça marchait. Mais là, on a tout fait pour le casser. Donc, je relate un peu cette saga dans ce livre et je montre comment fonctionne le système de la recherche en France et comme quoi c'est les laboratoires pharmaceutiques qui font la loi en France. D'accord. Et donc, c'était c'était des remèdes pour quel type de maladie, donc, Monsieur Beljanski, c'est donc l'ouvrage qui s'appelle Découverte interdite, l'affaire Beljanski. Donc, c'est surtout des malades du cancer et du sida. Et donc, il y a Gérard Weidlich qui, à l'époque, a été diagnostiqué sida, qui avait des problèmes de santé. Quand il a découvert Beljanski, voilà, il s'en est sorti et puis il a fait connaître ses produits autour de lui. Enfin voilà, donc ça a donné un grand mouvement justement avec les produits Beljanski qui a donné naissance à une association qui s'appelle le CIRIS. Et je ne sais plus la dénomination exacte, c'est un centre de recherche et d'information sur les recherches scientifiques, parce que la science officielle elle n'est pas libre. Donc ils ont créé cette association pour une recherche libre, parce que les scientifiques à l'heure actuelle, s'ils veulent vivre de leur recherche, il leur faut des sous, il leur faut des subventions, voilà. Et s'ils sortent dans certains domaines, et c'est ce que je montre dans la découverte interdite, ou au niveau des recherches scientifiques qui sortent du cadre des recherches autorisées, on le ramène à l'ordre. Et Beljanski, justement, ne s'est pas laissé ramener à l'ordre. Il a continué dans ses recherches interdites, je dirais, et c'est pour ça qu'on l'a cassé. Voilà, donc c'est vraiment, je montre vraiment que tout c'est l'argent qui mène le monde, je ne vous apprends rien, et puis les labos, voilà, ils veulent avoir la main mise sur tout. Donc, la question exactement,
Non, mais c'est très bien. C'était sur Mirko Ouais. Beljanski. Et d'ailleurs, toi aussi, tu es sorti du cadre autorisé, hein. Oui, Tu nous tout à en fait, parlais oui. en début d'émission. Tu as Oui. écrit donc un livre, Vaccination, la grande illusion. Et d'ailleurs, sur ton site, on voit que c'est la 4e version de cette BD Oui. qui a été une nouvelle fois augmentée et d'ailleurs même entièrement coloriée. On peut Oui. lire en présentation de l'ouvrage, après le scandale de la vache folle, du sang contaminé, des hormones de croissance, il est temps de faire éclater un des plus gros scandales de l'histoire de la médecine, celui des vaccinations dangereuses et inutiles. Peux-tu nous en dire plus, s'il te plaît? Parce que c'est vrai que c'est un sujet en plus d'actualité, même si aujourd'hui, on pourra y revenir dans la 3e partie. On va parler d'injections, parce que c'est Mhm. des injections géniques. Mais précisément sur les vaccins, avant de parler de ces nouvelles injections ARN messager, qu'est-ce que tu as pu apprendre grâce à tes recherches? Parce que j'imagine que quand tu fais une œuvre, une BD, avant, tu as un temps de recherche, de documentation, qui te permet derrière ensuite d'illustrer des histoires. Donc en plus, tu as une formation scientifique. Donc c'est intéressant de voir tout ce processus. Donc quels seraient les éléments qui te tiennent le plus à cœur ou que tu trouves les plus forts pour pouvoir parler des vaccins et montrer que la vaccination, qui est considérée au contraire comme une grande avancée, comme un grand progrès, hein. Aujourd'hui, c'est 11 vaccins qui sont imposés aux enfants avant leurs 3 ans en France. Donc, est-ce que tu peux nous donner ton regard sur ce sujet que tu as creusé depuis de nombreuses décennies? Oui, moi j'ai essayé d'être court, hein. Donc ça fait, comme j'ai dit, un demi-siècle que je suis en recherche là-dedans. Et donc, à la première des choses, justement, là, que j'ai découvert à l'époque, je suis tombé sur un livre qui s'appelle Les vaccinations n'ont pas fait régresser les épidémies. Parce que ça, c'est très important, parce que tout le monde est persuadé que les vaccinations vont régresser les épidémies. Or, dans ce petit livre, il y avait toutes les graphiques officielles, mais qu'on ne nous montre pas. Souvent, on nous montre des graphiques qui sont faussés, hein. On nous montre comment la diminution de certaines maladies infectieuses à partir du moment qu'on a vacciné. Or, elles ont diminué des fois bien avant, ou même des fois certaines maladies ont même remonté quand on a commencé à vacciner. Donc déjà, par ce livre-là, j'ai bien compris que les vaccinations n'avaient aucune incidence sur la disparition de certaines maladies infectieuses ou de certaines épidémies. Les épidémies, ça j'en parle aussi dans mon livre, avaient toujours des causes, et des causes bien précises, hein. Ça arrivait toujours à un certain contexte de guerre, de famine, où les gens vivaient dans la peur. Et surtout, j'en parle aussi des conditions de vie de l'ouvrier au début du XVIIIe siècle. Hein, il suffit de lire Zola. Moi, j'ai beaucoup lu et relu Zola. Et là, on peut voir que effectivement l'hygiène de vie c'était déplorable. Les ouvriers, même des enfants qui travaillaient dans les mines pendant 10-12 heures par jour ou même 14 heures, hein, des enfants qui travaillaient dans la poussière, dans des conditions insalubres, avec une alimentation carencée, qui vivaient dans un taudis insalubre. Là, les conditions de la tuberculose étaient là. Le jour où les choses ont changé, hein, les conditions de vie de l'ouvrier se sont améliorées, ben, la tuberculose a commencé à régresser. C'est logique, hein, parce qu'il y avait des causes. Et c'est comme ça pour tous les problèmes de toutes les maladies infectieuses du passé, il y avait toujours des causes. Et puis, il y a une épidémie où la cause était très différente. C'était l'épidémie qu'on appelle grippe espagnole en 1918. Or, moi je l'appelle la grippe Rockefeller, parce qu'en fin de compte, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. On avait du mal à trouver beaucoup de la documentation là-dessus, mais il y a des livres qui ont paru quand même, surtout un livre de Eleanor McBean, je prononce pas de mal, qui était témoin, elle était encore jeune à l'époque, et elle disait qu'il n'y a que les vaccinés qui mouraient. Et puis, dans tous les mouvements hygiénistes qui existaient à l'époque aux États-Unis, hein, tous les mouvements hygiénistes, tous ceux qui refusaient les vaccins, il n'y avait pas de problème. Les Amish, eux, n'avaient pas de problème avec cette maladie parce qu'ils ne vaccinaient pas. Or, donc, le départ de c'était des expériences faites par la Fondation Rockefeller sur l'armée américaine, des expériences de vaccins où effectivement il y a une hécatombe et d'ailleurs il y a plus de soldats américains qui sont morts par les surins que sur les balles allemandes. Et ensuite, effectivement, à la fin de la guerre, on a dit ouais, les soldats qui reviennent du front, ils ramènent tas de maladies et on a fait la même campagne de vaccination qu'on fait actuellement. Hein, j'ai l'impression c'est la même chose qui revient là et donc les gens se font vacciner en grand nombre et puis dans tous les pays d'Europe, sauf certains pays où il y a, donc comme la Grèce, où il n'y avait pas eu de problème avec la grippe, cette grippe c'était pas une grippe en fin de compte, parce que des expériences ont été faites aussi bien dans le civil que dans le militaire, où on a pris des prisonniers
comme cobaye, on a essayé de transmettre la maladie à partir de malades en prélevant des substances sur les gens malades et en l'injectant ou en faisant même mettre des gens, les faire postionner sur des sujets sains. Donc, on a fait différentes expériences qui ont montré qu'il n'y avait pas de maladie contagieuse à l'époque. Alors qu'à l'époque aussi, on avait aussi déjà imposé les masques et ainsi de suite, et ensuite les vaccinations. Donc, c'est un peu la même chose qui revient. Donc, aujourd'hui, moi, le Covid, je ne m'en suis jamais préoccupé. Hein. Je suis dans un âge, on pourrait dire, je suis vulnérable. Moi, je n'ai jamais pris aucune précaution là-dessus. Moi, j'ai un système immunitaire. Et personnellement, j'ai beaucoup suivi les travaux d'un scientifique allemand qui s'appelle Stefan Anka, voilà, qui dit que les virus tels qu'on nous les présente, ça n'existe pas, quoi. Il n'y a pas de virus mortel, ça n'existe pas. Ça, je suis peut-être un peu affirmatif, mais voilà, c'est aussi mon expérience de vie là, qui m'a conforté là-dedans. Voilà, parce que moi, j'ai eu donc, à un moment donné, quand j'ai parlé, j'ai eu un problème de santé. Donc, j'ai appliqué les méthodes naturelles parce que j'ai été voir le médecin à l'époque parce que je travaillais encore et je devais avoir un arrêt de travail. Hein. Pour moi, c'était le premier remède, c'est voilà, de pouvoir me reposer. Et donc, lui, il m'a dit, ah non, mais comment c'est que vous vous déplacez jusqu'à chez moi dans cet état-là? J'avais une très forte fièvre, enfin bon, abcès et tout ce que tu veux. Et, ce que vous voulez. Et donc, il m'a dit, il faut tout de suite aller à l'hôpital, vous risquez une septicémie, il faut immédiatement vous mettre sous antibiotiques, ainsi de suite. Et donc, c'est là que j'ai commencé à expérimenter pour la première fois les méthodes naturelles de santé. Où j'ai fait une petite cure au chlorure de magnésium et j'ai jeûné. Et au bout de 2 jours, moi, je me suis retrouvé dans une forme extraordinaire que je n'ai jamais connue avant. Alors, les fameux microbes et virus qui auraient dû me tuer, ils sont passés où? Donc, tout est une histoire de terrain. Quand tu parles de terrain, c'est quoi le terrain? Le terrain, c'est une bonne immunité. Hein, c'est avoir une bonne immunité, c'est tout. C'est l'alimentation saine, être bien dans sa peau. Voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans cet épisode. Surtout ne pas être dans la peur. Surtout ça. C'est marrant parce que dans cette épidémie du Corona Circus, à la fois on ne parle jamais de système immunitaire et du terrain, et à la fois on joue sur la peur. Donc en fait, la stratégie n'a pas vraiment l'air sincère. Mais j'aimerais qu'on parle aussi, avant de revenir sur des actualités et des enjeux plus politiques qui sont moins rigolos, sur 2 ouvrages aussi que tu as écrits, 2 œuvres qui sont plus positives. J'aimerais que tu nous parles un peu des chemins de la souveraineté. Tu nous dis dans cet ouvrage, nous désirons tous améliorer la qualité de notre vie, nous cherchons la santé, le bonheur, pourtant, aveuglés, nous nous laissons embrigader dans un système qui produit exactement l'inverse. Le vrai progrès qui aurait dû faire disparaître la misère sur cette terre, la connaissance donnant un sens à notre vie, sont détournés par ceux qui mettent en place le nouvel ordre mondial. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cet ouvrage? Parce que même s'il est dans un contexte un peu dramatique comme aujourd'hui, tu offres un horizon plus glorieux et donc tu attaches cette importance à la souveraineté individuelle. Et tu nous disais tout à l'heure un peu, hein, on a tous en nous des réponses et même pour étudier notre flore intestinale, en s'observant nous-mêmes, on peut avoir des réponses. Donc, c'est quoi ce chemin vers la souveraineté? Oui, parce que j'ai toujours observé autour de moi, les gens veulent tous être en bonne santé, puis ils font tout l'inverse, mais c'est souvent par ignorance. Hein, c'est vrai, ils sont toujours accros des médias. Hein. Des fois, je le devine tout de suite que les gens regardent trop la télé. Et c'est vrai que à ce moment-là, moi, j'ai vu beaucoup de gens qui se sont tués par ignorance même, parce que voilà, ils font n'importe quoi, ils s'en remettent à fond à la médecine, et il faut savoir qu'il y a des médicaments très dangereux qui peuvent tuer. Hein. Si déjà on n'est pas en bonne santé par ailleurs. Et donc j'ai eu cette idée, voilà, de montrer un peu la fausseté de notre monde au départ, dans ce que je demande, voilà, apporter une autre philosophie de vie, apprendre à penser par soi-même, voilà, je montre un peu tous les travers de notre société, que ce soit au niveau des vaccinations, l'alimentation, et puis voilà, tout ce qu'on nous enseigne qui est faux, quoi. Et donc, j'essaie donc de montrer ça pour que les gens puissent retrouver un peu autre chose, se retrouver eux-mêmes déjà, hein, apprendre à se retrouver soi-même et être dans la conscience.
Et voilà, parce que beaucoup de ces gens qui mènent le monde, ou même dans le monde scientifique et politique, où ils sont tous corrompus, hein, eux, leur seule vision, enfin, tout ce qu'ils cherchent, c'est le pouvoir, l'argent, le prestige, hein, mais ils sont complètement coupés de leur conscience. Or, ça, c'est important aussi pour être en bonne santé, être conscient de soi et avoir une conscience de ce qu'on fait. Et ces gens-là, justement, quand je vois ces médecins qui sont sur les plateaux télé, ces gens, je me demande comment ils font pour se regarder dans une glace le soir, comment ils font pour dormir le soir après avoir raconté des choses qui tuent, je dirais, voilà, qui tuent, parce que quand on entend certains propos de certains médecins de plateau, c'est horrible ce qu'ils racontent. Et là, ils font courir les gens à se faire vacciner. Et donc, c'était vraiment déjà à l'époque, déjà, j'avais conscience de ce peut appeler le gouvernement mondial ou cette élite mondiale, hein, ces multimilliardaires qui sont des psychopathes à quelque part, qui nous considèrent comme du bétail, on ne peut pas dire autrement. Et c'est vrai, pour nous faire conscience de ça aux gens, hein, qu'on est mené comme du bétail, c'est très difficile. Et justement, à travers les chemins de la souveraineté, ça peut faire ouvrir certaines choses à travers le dessin, tout ça. Voilà. Ah, il n'y a plus de son là. Donc, après cela, bon, j'ai fait d'autres livres et justement, est-ce qu'on m'entend là? Parce que oui, moi, je t'entends, excuse-moi, c'est moi qui avais coupé mon micro. J'aimerais qu'on vienne sur un dernier ouvrage et aussi, pareil, pour que tu nous partages un peu ce que tu utilises, toi, à titre personnel, en tout cas, qu'est-ce que tu mets en pratique. Il y a un ouvrage, c'était Être heureux, le théâtre de la vie. Et il y a marqué en présentation, le théâtre de la vie, c'est d'abord un lieu, un espace, l'univers, la terre sur laquelle nous évoluons pour grandir en conscience et nous éveiller à notre propre réalité. C'est aussi le spectacle, celui qui donne les acteurs. Le héros de chaque histoire personnelle ayant pour mission de retrouver son pouvoir créateur. Donc toi, à titre personnel, tu nous as déjà donné quelques éléments, mais dans ce contexte qui est très anxiogène, où il y a aussi une situation critique, hein, parce qu'il y a une forme de guerre contre les peuples qui est en cours, et donc malheureusement, on a même des gens dans notre entourage qui sont moins conscients du mensonge que nous, qui subissent, et donc on voit des gens proches de nous qui sont dans une situation critique. Toi, comment tu fais pour rester heureux et pour continuer dans ce théâtre de la vie à aller de l'avant? Oui, j'étais quelqu'un par le passé, quelqu'un de très émotif et souvent très négatif. Or, maintenant, j'ai quand même pris conscience du monde dans lequel nous vivons. Nous ne sommes pas que des êtres de chair, nous sommes beaucoup plus dans. Quelque part, nous sommes. Voilà, je me sens jamais seul, je me sens qu'il y a quelque chose qui vit en moi, hein, peu importe comment on l'appelle, hein, qui m'a donné vraiment avoir confiance aussi sur un autre plan, au plan de ce qu'on vit dans l'actualité. Je dis souvent, voilà, tout a sa raison d'être, hein, nous avons tous nos expériences à vivre, hein, que ce soit même les multimilliardaires sur leur yacht, ils ont souvent encore plus de problèmes que nous, mais souvent les problèmes, c'est souvent aussi des trucs qu'on reçoit pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer. Hein. Quelque part, nous sommes aussi créateurs de notre futur, mais il y a aussi des événements qui nous arrivent pour nous faire comprendre certaines choses. Et c'est vrai que là, par rapport à cette pandémie, effectivement, là, on peut avoir l'impression qu'on est très mal parti, mais je garde toujours confiance parce que ce qui se passe actuellement, ce que je vis, je reçois énormément de visites. Beaucoup de gens viennent me voir. D'ailleurs, j'ai créé un groupe en Alsace, un groupe de rencontres. On fait aussi des randos et des partages. Voilà, on fait plein de choses ensemble. Et puis, parce que les gens ont besoin de se retrouver déjà entre personnes qui pensent autrement et qui ne sont pas dans le négatif. Parce que je dis toujours, aussi, il y a des gens qui arrivent, qui sont très déprimés par rapport à ce qui se passe et qui craignent beaucoup de choses. Et je dis toujours, on attire ce qu'on craint. Donc, il faut vraiment changer d'état d'esprit, se dire, voilà, faire confiance à la vie et quand on est bien, quand on est même remercié pour peut-être il y aura peut-être un bon déroulement dans ce qui va se passer, peut-être tout ça va s'écrouler, hein, parce que là, ces gens-là, cette élite satanique, ils sont peut-être en train de jouer leur dernière carte et que tout ça va peut-être s'effondrer. Donc voilà, j'essaie aussi de rassurer les gens qui viennent chez moi. Et donc, c'est vrai, quand tu as parlé tout à l'heure de mon livre Le théâtre de la vie, c'est un peu dans cet esprit-là, hein, à apprendre à, je ne dis pas contrôler ses émotions, mais à lâcher prise et à faire confiance en soi. Pour moi, le lâcher prise, c'est déjà sentir cette présence en nous. Hein, parce qu'on est toujours comme je mets dans le dessin,
en train de pousser à boulet sur la crainte du futur et tirer à boulet sur le poids du passé. Puis on n'est jamais dans le présent. Donc voilà, comme j'ai dit déjà aussi, être dans le cœur et sentir cette présence en soi, hein, et vraiment et sentir cet amour qui est déjà en nous. Hein. C'est notre mental qui fait obstacle. Hein. On cherche toujours l'amour ailleurs. Non, non, tout est en nous. Et donc, c'est ce que j'essaie un peu d'enseigner à travers mes livres. Et donc j'ai une première partie justement qui est un peu un livre de développement personnel par l'image. J'ai une partie aussi sur le couple, hein, parce que c'est toujours compliqué les situations de couple. Hein. Bon, et puis aussi une partie santé, écologie, bien, voilà. C'est vraiment intéressant parce que tu as vraiment un regard global à la fois sur la société, sur l'individu et ce regard holistique. Hein, c'est quelque chose qui nous manque, je pense. Nous, on essaie de faire ça aussi avec le Front Médiatique, avec les différentes séries qu'on fait, les différents penseurs qu'on accueille. On essaie de montrer toute la complexité pour essayer de faire des liens entre les choses. J'aimerais, quand on voit la gravité de la situation actuelle, hein, que tu viens de nous décrire, qu'on connaît tous plus ou moins, et pourquoi, selon toi, nos dirigeants ne réagissent pas, pourquoi ils ne sont pas à la hauteur, voire même des fois, ils font le jeu de dérive autoritaire ou de dérive technologique. On voit aujourd'hui que la technologie, on nous propose une société transhumaniste qui ne fait pas forcément rêver la majorité. Hein. Et donc, qui sont à la fois, pourquoi ils sont aussi incompétents ou est-ce que c'est de l'incompétence? Qui sont les responsables et quel contexte leur permet d'être aussi inconscients en fait et aussi irresponsables? Ils sont pas incompétents. Hein. En fin de compte, cette pandémie, j'en ai parlé déjà. Enfin, après le H1N1 2009, j'ai fait un diaporama où j'ai dit à la prochaine pandémie, ils ne nous louperont pas. Ils ne nous louperont pas. Hein. Donc, effectivement, ils ne nous ont pas loupés. Hein. Et là, ça a bien fonctionné. Alors, nos autorités, je crois qu'ils sont un peu aussi dans la peur. Hein. Ils veulent rester en place aussi. Je crois qu'ils sont un peu pris en otage. De toute façon, Macron, lui, il applique sans état d'âme ce qu'on lui dit de faire. Hein. C'est des gens voilà, qui ne sont pas dans la conscience, hein, qui ont peur. Maintenant, il y a quelques États qui, comme je parle souvent du président de Biélorussie, lui, il a dit, je ne marche pas avec vous. Donc, on lui a proposé, la Banque mondiale, le FMI, lui a proposé d'énormes sommes d'argent, lui ont proposé des pots de vin pour qu'il applique le confinement et le masque. Et lui, il les envoie balader. Mais, après coup, il y a eu une tentative de révolution contre lui. Et même Macron a dit il faut qu'il s'en aille, et ainsi de suite, qui n'a pas fonctionné parce qu'il était quand même très populaire. Et puis plus récemment, les services secrets soviétiques, enfin pas soviétiques, pardon, russes, parce qu'il est grand ami avec Poutine, ils ont réussi à déjouer un attentat contre lui. Donc effectivement, ces gens-là se mettent en danger. Quand on se met contre cette élite mondiale, on se met en danger. Et d'ailleurs, il y a des chefs d'État africains qui ont été assassinés parce qu'ils ne voulaient pas introduire les vaccins. Ils se disent, nous, on a l'artémisia, on peut très bien soigner. On n'en veut pas, donc ils ont été assassinés. Donc, on a quand même affaire à des gens redoutables. Et donc, les hommes politiques, ils sont pris quelque part en otage entre nous et cette élite mondiale. Mais j'ai l'impression que voilà, dans les hautes sphères de la politique, ils sont plutôt obéissants et ils appliquent. En politique, on a une personne, hein, c'est Martine Wöhner, qui vraiment ose dire les choses. Vraiment, moi, je dis chapeau, moi, je suis d'une amie avec elle, c'est vraiment une femme superbe. Elle ne se laisse pas, même si on la démolit de tous les côtés, elle ne se laisse pas faire, quoi. Donc, elle continue, elle reste intègre. Donc, ça. Mais j'espère, enfin, je toujours dis, j'espère qu'il y a d'autres politiques qui vont te suivre, mais pour l'instant, malheureusement, d'ailleurs, j'ai envie, quand j'aurai le temps, je vais faire une lettre ouverte à nos députés, parce que franchement, ils sont tous là, ils ne bougent plus, ils ne font rien, ils laissent faire, et puis, bien que souvent, certains ne sont même pas conscients, parce que j'ai eu l'occasion des fois de discuter avec des politiques, hein, c'est des beaux parleurs, mais c'est des coquilles vides, il n'y a rien. Beaucoup même croire effectivement qu'il y a un virus dangereux qui est là et que nos autorités font ce qu'ils peuvent. C'est pas vrai, tout ça c'est faux. Tout ça, cette pandémie a été créée justement pour mettre en place ce nouvel ordre mondial. D'ailleurs, Attali l'a annoncé, il le disait. Hein. Et donc la pandémie a été créée pour vacciner. Et ce vaccin, qui n'est pas un vaccin, donc une injection qui est des substances vraiment très dangereuses qu'on nous injecte dans le corps. Hein, comme disait Klaus Schwab, hein, c'est le début de donner une identité numérique à l'être humain. Et c'est pour ça que nos politiques ont pour mission à vacciner tout le monde. Mais ça va être difficile. Je pense, même s'il y a beaucoup de gens qui ont couru se faire vacciner,
je pense que moi, je ne conçois pas que cette chose-là va arriver, hein, qu'on va nous numériser, qu'on va faire nous des esclaves, hein, ou qu'ils ne posséderont plus rien, parce que les gens ne se rendent pas compte ce qui se cache derrière ce virus. Il faut leur vaccin, voilà, ils font en sorte qu'ils soient en règle avec le système pour pouvoir aller voyager et ainsi de suite, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière. Hein. Ça, ce n'est qu'un petit début. Hein, le fameux pass, ce n'est qu'un début, et ça, parce que ça va aller très loin, et ça ira jusque, même à la fin, jusqu'à la disparition du droit de propriété. Hein. Ils veulent vraiment nous parquer comme du bétail, les gens qui vont survivre, parce que dans leur agenda, il faut le dire, et ça, d'ailleurs, j'ai mis sur une vidéo de Aaron de Rousseau, qui était ami avec les Rockefeller, où il parle de tout ça, où on veut réduire la population planétaire. Hein, c'est vrai qu'elle a été supprimée, mais ça dérange. Mais il y a une volonté, Bill Gates le dit aussi, de réduire la population planétaire et de faire des survivants des esclaves. Mais effectivement, c'est très difficile d'en parler. Hein, ça ressemble à certains films de science-fiction. Or, les films de science-fiction nous ont vraiment préparés à ça d'ailleurs, parce qu'il y a eu beaucoup de films qui parlaient de pandémie, où il fallait mettre en place un système totalitaire, où c'est l'armée qui va tout contrôler pour faire face à ce soi-disant virus. Donc, on nous a bien préparés à ça, et c'est pour ça que j'ai rencontré beaucoup de jeunes de 30-40 ans qui étaient dans une peur du virus, parce qu'ils ont été conditionnés par Hollywood à croire à tout ça. Tu nous parlais, René, donc de termes forts. Hein. Tu parles de nouvel ordre mondial, tu parles de virus fabriqués. Tu nous parlais de l'exemple de la grippe espagnole au début du siècle passé, qui a été dramatique. Toute cette lecture de l'histoire et des rapports de force et des enjeux sociaux, politiques, économiques sont souvent en fait étiquetés de ce mot valise qui est le mot complotiste. Oui. Que penses-tu de ce terme-là et qu'est-ce que tu répondrais à des individus qui t'accuseraient de complotisme dans ta lecture de l'histoire? Évidemment, nous, le Front Médiatique, on a un média très critique, donc on a une connaissance de ce projet, mais c'est intéressant d'avoir ton regard parce que j'imagine qu'on a dû te renvoyer cet argument ou cette critique par rapport à tes ouvrages. Oui, effectivement, oui. Mais moi, je te jure, les comploteurs, ce sont des menteurs. Hein. Et même, j'ai pas peur de dire qu'il y a un complot contre notre civilisation et ça se voit. Et personnellement, moi, je suis très passionné de l'histoire. Hein, j'ai commencé d'ailleurs à mettre une rubrique d'histoire sur mon site, mais j'ai arrêté parce que ça dérange de trop. Ça me dérange plus que de critiquer Big Pharma. Donc j'ai arrêté. Mais je me suis intéressé à l'histoire et comment on déclenche les guerres. Hein, parce que c'est jamais les peuples qui veulent se taper dessus. Hein. Je me suis beaucoup passionné comment on a déclenché la Deuxième Guerre mondiale et tout ça. Donc il y a une volonté vraiment d'allumer des guerres, les attentats, tout ça, tous les grands attentats, tout ça, c'est cette élite. Alors, on finance l'islam, les attentats islamistes, hein, ils sont financés, tout ça. La crise financière, la dette, c'est eux. Hein, c'est une élite qui nous pourrit la vie depuis des générations. Et ça, c'est vrai, on a du mal à faire ouvrir les yeux là-dessus. Hein, et surtout, des fois, il y a des gens qui viennent du chemin, je leur explique un peu mes recherches sur l'histoire. Je dis, voyez, hein, les hommes politiques sont souvent presque impuissants ou alors ils sont obligés de collaborer pour faire entrer leur pays en guerre. Et souvent, ceux qui étaient des gens influencés, qui étaient pour la paix, on les a assassinés, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment une volonté, voilà, alors, je ne sais pas, ces gens-là qui font ça, j'ai du mal à comprendre. Ils savent qu'il y aura des millions de morts. Comment peuvent-ils, je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment des êtres humains? Je me pose des questions et là je n'ai pas de vérité non plus. Je n'ai pas vraiment d'explication sur ces personnes qui... Dans le temps, je disais aussi, ils ont peut-être une mission spirituelle, c'est de nous pourrir la vie pour nous faire évoluer. Mais actuellement, là, ça devient quand même grave, mais j'ai toujours espoir que ces gens-là, ça va s'écrouler, quoi. Et est-ce que toi, à titre personnel, par rapport à ce que tu dénonces dans tes ouvrages, tu as déjà subi des pressions ou de la censure ou est-ce que tu as été invité dans les médias? Tu as dit une fois sur France 3, mais est-ce que, voilà... médias, censure, pression? Ben, disons que j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon site internet.
m'a essayé déjà de me pourrir mon site. Une fois, on m'a mis, je sais pas, dans les 20 000, sur ma newsletter, on m'a mis 20 000 faux abonnés pour me pourrir ma newsletter. Voilà, bon, j'ai souvent des choses comme ça, quoi. Bon, par rapport à des dessins, ouais, c'est vrai, on s'est déjà retrouvé. Enfin, c'est pas moi qui étais visé, c'était celui-là qui a évité le dessin, parce un comité de foire éco-bio qui a fait paraître un dessin. Il y a Pharmacia qui a porté plainte, on s'est retrouvé au tribunal, bon, des petites choses comme ça. Bon, pour l'instant, c'était pas trop méchant encore, mais bon, bien que ça a coûté des sous. Mais voilà, donc, mais bon, bon, aussi par rapport à l'histoire, effectivement, j'ai eu des menaces par mail, parce que j'avais fait paraître un article qui dérangeait beaucoup, et donc je l'ai supprimé parce que on n'a pas le droit de réviser l'histoire. Donc, c'est interdit parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi Fabius-Guesso. Et donc, voilà, donc je ne touche plus trop à ça parce que, voilà, je pense que bon, c'est lié aussi à ce qu'on vit maintenant. Parce que ce qui s'est passé avant, c'est aussi lié à ce qui se passe maintenant. Mais bon, c'est difficile à comprendre. Je ne vais pas trop rentrer dans ce sujet-là parce que c'est un peu chaud, là. Ça. Tout à fait. Ouais. Et je te propose pour finir notre échange, René, de repartir sur des sujets encore plus d'actualité. Voilà, vraiment, quand tu parles de l'origine du virus et du profit potentiel qui découle, pour toi, c'est assez clair par rapport à H1N1. Pour toi, c'est vraiment une création de la main de l'homme, ce virus. Mais bien sûr, H1N1, pour moi, c'est un coup d'essai. C'est pour ça que j'ai dit qu'à la prochaine, on ne loupera pas. Et il y a beaucoup de choses. Bon, je ne sais pas devin, je ne sais pas voyant, mais bon, je lis beaucoup de choses que le grand public ne lit pas. Et là, on peut deviner un peu ce qui va se passer des fois, quoi. Donc, donc, cette pandémie, ça a mis longtemps à venir. Des fois, je me disais, oh, peut-être qu'ils n'osent plus parce que bon, là, il y a quand même une évolution, il y a comme un changement dans cette planète, il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience, voilà, donc ils arriveront peut-être plus à faire ce qu'ils veulent faire. Et finalement, quand les choses se sont quand même rapprochées, et surtout, c'est quand Bill Gates et beaucoup de sociétés ont fait une simulation de pandémie. Alors je dis, là, il y a quelque chose qui se prépare. Et là, effectivement, je commence à en parler autour de moi. Je dis, là, on va avoir une pandémie. Mais bon, quand j'en parlais, les gens ne sont pas très réceptifs. Comment peux-tu dire ça, quoi? Et effectivement, mais je n'ai jamais imaginé le confinement, toutes ces choses-là, je n'aurais pas imaginé, que je n'ai pas respecté. Mais bon. Voilà, donc, et là, maintenant, c'est le gros problème, c'est vraiment que nos autorités mettent la pression sur les vaccinations, et là, ça devient grave. Ça devient très grave. Et là, il est temps qu'on se révolte. C'est vrai que les manifestations, même si on n'est pas assez nombreux pour un pays de 67 millions d'habitants, on n'est pas assez nombreux. Et donc, mais je garde espoir que ça puisse s'écrouler quand même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même un outil d'échange, même s'il y a des censures, c'est Internet. Hein. Moi, je dis toujours, si en 1939, il y avait eu Internet, peut-être qu'ils n'auraient pas pu déclencher la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc c'est vrai que ça, quelque part, c'est un bon outil quand même, malgré la censure. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne saurait pas s'il n'y avait pas Internet. Hein. Et surtout par rapport à tout ce que disent les médias officiels, parce que des gens, on les a traumatisés. Et alors que j'essaie toujours de faire comprendre aux gens, tous les soirs où vous annoncez des décès Covid, les médias tout le temps, et ça vous a vraiment fait peur. Or, moi j'habite un village qui a 1600 habitants. L'année de pandémie 2020, il y a eu en tout 9 décès. Alors que l'année d'avant, où il n'y avait pas de pandémie, il y a eu 13 décès. Alors, elle est où la pandémie? Je dis toujours, allez voir à la mairie, allez voir les statistiques de l'état civil. Je n'invente rien. Ensuite, allez voir les statistiques de l'INSEE. Il n'y a pas eu de surmortalité. Le problème, c'est qu'on a tout étiqueté Covid. On a essayé de tuer les vieux avec des médicaments. Il y a qui tue, là, comme les remdesivir, je ne sais plus comment le remdesivir, peu importe le nom. Donc voilà, j'essaye de. Mais malheureusement, beaucoup de gens ils haussent les épaules. Parce que ce que je dis là, ils ne disent pas à la télé. Donc, mais pourtant, je peux leur apporter des preuves. Ça, c'est terrible. Bon, il y a beaucoup de gens que j'ai réussi à leur faire comprendre et à faire changer d'opinion par rapport à ça. Heureusement aussi, j'ai eu des gens réceptifs. Hein, c'est bien, quoi. Mais il y a des gens, on a beau les secouer. Rien à faire, quoi.
Et donc, selon toi, René, dans le contexte actuel, est-ce que souvent, quand on parle aux gens des problèmes des pesticides, des problèmes des perturbateurs endocriniens, des problèmes de la pollution de l'air, des problèmes de la surmédication, etc., je pourrais faire une très longue liste, mais c'est pas l'objectif. Souvent, les gens pensent que c'est des épiphénomènes ou des phénomènes qui sont séparés les uns des autres, et ils pensent que c'est simplement des laboratoires qui veulent faire de l'argent et plus de profit. Toi, tu penses que c'est l'unique raison, le profit ou l'argent, ou il y a quand même derrière une volonté qui est plus malsaine, plus difficile à décrire, mais qui est, voilà, qui est pas forcément au-delà de l'argent. Il y a une volonté de guerre contre les peuples, comme le disait par exemple Claire Sévrac. Oui, c'est ça. Ben, si tu veux, je l'ai découvert par tout ce que j'ai regardé, dans tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu. Je me suis intéressé à toutes ces histoires interdites, à l'histoire interdite, tout ça. Effectivement, quand on voit tout ça, on voit malheureusement qu'il y a une volonté, qu'il y a une guerre contre l'humanité quelque part. Et c'est vrai que c'est difficile à intégrer ça. Moi-même, des fois, je me dis non, mais je délire. Mais des fois, quand je vois comment se sont déroulés les événements du passé, hein, et comment il y a une volonté pour animer des guerres, parce que je pourrais en raconter, je ne vais pas me rentrer là-dedans, mais il y a une volonté pour animer des guerres, parce qu'il y a toujours toutes les tentatives de négociation pour qu'il n'y ait pas la guerre, ou même pendant la guerre en 1916, il y a une tentative de négociation pour la paix par l'Allemagne qui a été torpillée. En 1940 aussi, il y a eu des 40, je veux dire, aussi, il y a eu des tentatives de négociation qui ont tout été torpillées. Hein. Je dis, c'est incroyable, mais la France aurait pu être libérée en 1941 sans un seul coup de feu, si Churchill aurait dit oui à Hitler. Or, Churchill était un outil de ce nouvel ordre mondial. On a tendance à diaboliser Hitler, mais il y en a eu d'autres. Et d'ailleurs, on peut aussi citer Annie Lacroix-Riz, qu'on a eu la chance d'accueillir à plusieurs reprises sur le Front médiatique, qui a écrit un livre passionnant qui s'appelle Le choix de la défaite, et qui montre comment les élites françaises, pour une partie d'entre elles en tout cas, eh bien, ont fait le choix de cette défaite-là, qui était quasiment prévalidée avant l'opération militaire. Tu as cité à plusieurs reprises le nouvel ordre mondial, gouvernement mondial. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus rapidement? Parce que c'est pareil, c'est des termes qu'on entend très peu, qui est très peu connu du grand public. Et c'est intéressant d'avoir ton regard sur cette élite mondialiste. Hein. Tu parlais de ça dans une vidéo, dans un article que j'ai lu, une élite mondialiste qui veulent nous dominer par l'intelligence artificielle. Et à contrario, heureusement, une partie de résistants, d'êtres humains conscients qui refusent la soumission. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette élite mondialiste? Oui. Bon, personnellement, je ne les connais pas. Hein. Il y en a qui sont connus. Hein. Bon, je dirais Bill Gates n'est qu'un lieutenant de ces gens-là, tout comme Soros. Hein, bon, c'est ceux qu'on voit un peu plus. Hein. Bon, et c'est vrai que quand on remonte à l'histoire avec la grippe espagnole, hein, il y a une élite, hein, vous savez, bon, par exemple, les Rockefeller, hein, ils chapeautent tout Big Pharma, comme ils contrôlent le pétrole aussi, hein, ils chapeautent un peu tous les Big Pharma, comme les Rockefeller chapeautent tout le système bancaire. Hein, donc, il y a c'est deux grandes puissances, bon, il y en a d'autres. Hein. Enfin, on estime qu'ils ne représentent même pas 1% de la population planétaire, donc nous, on est beaucoup plus puissants. Et c'est ça aussi qu'il faut faire prendre conscience, aussi que j'essaie par travers mon livre, nous sommes beaucoup plus puissants que nous le pensons. Hein. Ça, c'est des gens, ils sont puissants parce qu'ils ont de l'argent, mais c'est des gens qui sont sans amour, hein, alors que nous, on a cette puissance en nous. Et c'est comme ça, je pense aussi qu'on peut changer le monde. Donc, parce que si moi, j'avance d'un pas, j'aide l'autre à avancer d'un pas, parce que nous sommes tous liés. Hein. Et ces gens-là qui mènent le monde, ce ne sont pas des gens heureux, il ne faut pas croire. Et si nous, on monte en conscience, on apprend à rayonner l'amour, ce n'est pas toujours facile, mais c'est comme ça qu'on peut aussi changer les choses, peut-être faire ouvrir des consciences et que le taux vibratoire de la Terre change. C'est aussi à nous de le faire changer. Il ne faut pas attendre qu'il y a Dieu qui va nous sauver. C'est à nous. Hein, nous sommes incarnés ici pour faire l'expérience de libre arbitre. Donc, on a cette adversité en face de nous, hein, cette élite mondiale. Et donc, c'est aussi à nous de changer les choses. Hein, bon, il y a peut-être aussi à tous les niveaux des gouvernements des gens conscients. Hein, il y a aussi des gens qui ont, dans toutes les institutions, il y a des gens éveillés. Donc, ils peuvent aussi aider à faire changer les choses. Et même, bon, parce qu'il y a des présidents qu'on diabolise, comme Poutine, Trump, ou des présidents du Brésil, ainsi de suite, ou la Biélorussie, il y en a d'autres, qui sont quand même conscients et qui voudraient arrêter le pouvoir de cette élite. Hein, bien sûr, ils sont tous diabolisés. Hein, dès que tu te dresses contre eux, hein, c'est comme ça. Hein. Mais encore une fois, c'est à chacun de nous, de changer. Et c'est ce que je fais à travers les gens qui viennent me voir,
hein, et ne pas être dans la crainte du futur, ne pas voilà, être dans le positif, se remplir soi-même, voilà, essayer de rayonner. C'est pas toujours facile, mais j'ai déjà expérimenté dans une manifestation à Colmar. Il y a quelqu'un d'assez agressif là, qui était sur le côté, qui nous regardait, qui secouait la tête. Puis j'étais chez lui, mais alors je me suis allé vers lui, le bras ouvert. Et puis j'ai dit, mais on nous manipule. Et puis, mais non, vous ne connaissez pas les vrais chiffres, tout ça. Il était très agressif. Et j'ai continué à être vraiment en amour envers lui. Finalement, on s'est quittés, on s'est presque embrassé. Il a fait comme ça, et puis voilà. Alors que si j'aurais été dans la colère comme lui, on se serait peut-être battu. Voilà. Donc, c'est à nous aussi, à chacun de nous, de changer intérieurement. C'est pas toujours facile, hein. C'est pas toujours facile parce que ça peut aussi m'arriver de perdre les pédales. Quand je suis allé au yoga, là, au début, là, pour rentrer dans la salle, il nous a imposé le masque. Alors, j'ai dit, moi, s'il faut mettre un masque, moi, je ne rentre pas dans la salle. Hein. Et puis, donc, ils m'ont donné des arguments. Là. Et là, j'ai un peu perdu les pétales. J'ai commencé à gueuler un peu, comme on dit. Quoi. J'ai crié fort. Quoi. Et puis, ce n'était pas productif, en fin de compte. Quoi. Donc, il vaut mieux être dans des bonnes énergies quoi, quand on essaye de convaincre quelqu'un que d'essayer d'argumenter avec la colère. Et d'ailleurs, dans les commentaires, on nous dit que ça permet de faire un lien peut-être entre le corps physique et le corps émotionnel. Oui, aussi, oui. Mais encore une fois, moi, je répète toujours, j'ai mes expériences à vivre, on a nos expériences à vivre, aussi bien sur un plan individuel que collectif, et donc ces expériences devraient aussi nous permettre d'évoluer. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais voilà, je garde confiance, et c'est à chacun de nous, justement, aussi de parce que si vous êtes en face de vous avec quelqu'un qui est mal, si vous êtes bien, vous allez automatiquement, même sans lui parler, l'aider à être mieux. Et c'est comme ça aussi que les choses peuvent changer. Et je garde confiance, hein, même s'il y a cette élite, je dirais même satanique qui est là, que j'ai du mal à comprendre quel est leur vrai but de faire de nous des esclaves, de réduire la population planétaire. Peut-être, on est peut-être un peu nombreux, mais on pourrait inciter à moins faire d'enfants, à la limite, quoi. Mais de faire des choses pareilles, de créer des drames pareils, comment peuvent-ils faire ça? C'est incompréhensible pour moi. Et quand je vois dans quel état sont beaucoup de gens vaccinés, et là, je garde espoir aussi parce qu'il y a le bouche à oreille, même si les médias nous censurent par rapport aux gens qui sont morts et qui développent des pathologies graves. Il y a de plus en plus le bouche à oreille, parce que quand je rencontre quelqu'un, il dit « Ah oui, il y a un tel, je sais un tel, voilà. » Donc, il y a aussi ça qui va peut-être faire prendre conscience aux gens que ce vaccin, ce n'est pas pour notre bien. Et que penses-tu d'ailleurs des atteintes aux libertés individuelles et fondamentales qui se sont accélérées depuis plusieurs années? Et là, aujourd'hui, on commence à parler de vaccination obligatoire pour tout le monde, avec des amendements qui imposeraient même des amendes de 4e catégorie de 135 € et à 1 500 € au bout de 2 récidives. Donc, avec un élément et des outils coercitifs de plus en plus importants et nombreux utilisés par le système, la validation des drones, demain la reconnaissance faciale, face à toute ces montées liberticide, même si tu restes optimiste, est-ce que tu as une partie de toi quand même qui est inquiet, et est-ce que tu trouves que tu espères que ça va faire réagir les gens? Enfin, comment tu te positionnes par rapport à ces montées autoritaires, voire totalitaires? Oui. C'est vrai que c'est terrifiant tout ce qu'on nous prépare hein, quand on voit tout ça. Et je dis toujours, je l'ai montré dans un de mes dessins, que nous construisons souvent nous-mêmes notre propre prison, parce que c'est l'obéissance, la soumission, toujours par la peur, hein, à tous les niveaux, toujours pareil, c'est toujours être bien reconnu, avoir pour l'argent, le prestige, le pouvoir, hein, et puis ainsi de suite. Et puis, même tous ceux qui ont un petit pouvoir, au-dessus, ils appliquent, même dans les petites associations, ils appliquent, comme je dis tout à l'heure pour le yoga. Pourquoi ils appliquent? Parce qu'il y a trop d'obéissance, parce que les gens sont trop dans la peur, aussi parce que le fait qu'ils croient au virus, hein, qu'ils voient tout qu'un virus dangereux qui va nous tuer, alors que tout ça, c'est une invention, c'est pas, voilà. Et donc, c'est toujours pareil. Hein, donc, en tout cas, il ne faut pas. Je sais que des fois aussi, il y a des moments où, quand je vois l'actualité avec toute cette répression qu'on met en place et tous ces gens qui ont couru se faire vacciner, qui nous mettent en minorité. Et là, il est le problème. S'il y a une masse de gens qui auraient d'avance dit non, je ne me fais pas vacciner, on serait majoritaire, le gouvernement aurait beaucoup plus de difficultés à mettre ça en place. Hein. Donc,
des fois, c'est un peu méchant, excusez-moi les vaccinés, je dis, je dis, vous êtes des traîtres parce que vous nous mettez en situation d'infériorité. Mais bon, moi je comprends ces gens-là, ils sont vaccinés, ils sont totalement désinformés, ils ont peur du virus, ou même maintenant, même plus du virus, ils veulent pouvoir voyager, voilà, pouvoir aller faire de tout ce qu'ils veulent faire grâce à leur passe sanitaire, pardon. Et ça, je comprends très bien. Surtout, mais bon, il y a beaucoup d'ignorance parce que les gens ne savent pas le monde qu'on essaie de nous préparer à travers tout ça. Comme le dit très bien mon ami chercheur Riton, il dit il n'y a pas de gens cons, il n'y a que des gens désinformés. Oui. Et j'aime beaucoup pour pouvoir parler de ces personnes qui sont fait vacciner sans conscience. Pourtant, normalement, en France, c'est le consentement libre et éclairé. On voit très bien, clairement, avec cette expérience du Covid et de cette thérapie génique, que ce n'est pas du tout le cas. Encore deux petites questions avant d'arriver à la fin de notre échange, René. Une question sur un conseil que tu pourrais donner à notre communauté pour agir aussi. Tu nous as donné des conseils en termes de santé, de bien-être mental et tout. Mais peut-être pour agir, toi, tu utilises le dessin. Nous, on utilise le média, le travail de contre-propagande populaire et indépendant. Quel conseil tu pourrais donner, quelques pistes pour essayer de participer à son échelle, parce qu'il faut que chacun apporte sa pierre et qu'on soit complémentaires avec différents axes de bataille. Bon, pour les personnes qui veulent faire des tracts ou des affiches, moi, je mets mes dessins gracieusement à disposition. Hein. Super. Les gens me demandent mais combien vous demandez pour le dessin. Je dis mais non, on est tous dans la même. Non, moi je fais ça parce que d'ailleurs je me suis mis à faire ces livres. Parce que je suis quelqu'un parce que j'aurais pu me laisser corrompre déjà. Moi, j'ai déjà été invité à Paris par des gens de la jet parisienne qui voulaient me lancer, qui m'ont promis on va faire passer à la télé, tout ça, mais à condition bien sûr que je fasse des choses très consensuelles. Et donc ça, je refusais, je suis pas à vendre. Et donc mes dessins engagés. Sauf si quelqu'un me demande un dessin pour un but lucratif, c'est autre chose. Même quand c'est des gens qui sont engagés comme moi, donc voilà, donc je mets mes dessins à disposition. Donc, vous pouvez en faire des tracts, des affiches, et puis voilà, et puis aussi les diffuser, parce que bon, c'est vrai que moi je les ai sur Facebook, je les ai sur mon site. Il y en a beaucoup des inédits, il y en a beaucoup qui sont au brouillon parce qu'actuellement je suis très pris, donc j'ai des pour m'accueillir et comme j'ai pratiquement tous les jours des gens qui viennent me voir, même plusieurs personnes par jour. Voilà, j'ai même une personne qui est restée 2 jours, mais c'est bien parce qu'on a des belles échanges, c'est de très bonnes choses, tout ce qu'on fait c'est positif, donc je laisse un peu tomber mes pommes, mais bon, mais bon voilà, c'est ça, il faut échanger, et même parce que j'ai aussi des personnes qui disent oh moi je discute avec les gens parce que c'est plus la peine. Moi je pense que non, il faut toujours, mais il faut aussi changer d'état d'esprit quand on parle aux gens, être bien en soi, être un modèle, entre autres, parce que j'essaye de faire par rapport à ce que j'enseigne pour la santé, avant tout être un modèle. Voilà, donc quand j'allais faire parce que en plus de mes journées de travail, il y avait beaucoup d'activités physiques, j'allais faire le soir des fois de la gym avant qu'il y ait cette histoire de Covid. Et puis le moniteur de gym m'a dit que c'est le plus vieux qui court le plus vite. Et là, je suis fier, là, je peux me. Mais c'est pas pour moi, pour mon petit ego. C'est pour montrer ce qu'on peut faire. Voilà. C'est le meilleur enseignement, c'est d'être l'exemple. Toujours, voilà, c'est pas pour flatter mon ego. Super. Ma dernière question, ça serait aujourd'hui, là, comment tu te sens, ta météo personnelle par rapport à ton activité, etc., par rapport au choix de vie que tu as fait? Est-ce que tu es comblé? Qu'est-ce qui résonne en toi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Je l'ai dit avant, moi, je suis heureux de faire ce que je peux faire, c'est enseigner par l'image et l'humour pour pouvoir impacter toute cette désinformation. Parce que, comme je dis toujours, on est la civilisation de l'image, les gens ne lisent plus, mais mes dessins, voilà, merci au ciel de pouvoir faire ça, mais mes dessins ont de l'impact quand même. Ça, j'ai toujours des bons retours. Et voilà, donc moi, je suis bien là-dedans. Je suis heureux de pouvoir faire ça. Et puis, donc, c'est vrai que le problème, c'est que voilà, je ne suis pas médiatisé. Des fois, les gens ne me connaissent pas. Il y a des gens qui habitent à village voisin, ils ont découvert mon livre dans une librairie en Suisse, par exemple. Donc, c'est vrai, il y a des gens même du secteur qui ne me connaissent pas parce que je ne passe pas sur les médias. Et je ne passe plus sur les médias parce que dans le temps, j'arrive encore un peu.
à passer sur des petits médias locaux, ou même FA3 Alsace ou France 3 Alsace. Mais là, maintenant, je suis marqué au feutre rouge. Et donc, voilà, je demanderai aussi aux gens de diffuser mes infos. Voilà. Mes livres, c'est d'excellentes idées de cadeaux. Voilà, même si vous connaissez déjà le sujet, mes livres ont toujours un impact. Bon, à moins que ce soit des gens qui sont vraiment tordus et fermés, quoi. Et donc, parce que moi, j'ai un gros stock de livres, hein, donc ils sont à disposition. Donc, bien sûr, je les vends parce que tout travail mérite salaire. Puis aussi parce que je m'engage, quand j'édite des livres, j'avance toujours une grosse somme d'argent, puisque je ne veux plus d'éditeur. Hein. J'essaie de fonctionner par moi-même pour ne pas être censuré déjà. Comme ça, je suis libre. Et donc, c'est vrai que chaque impression, c'est un investissement. Donc j'ai des gros stocks à écouler. Donc, merci à tous ceux qui, qui veulent bien diffuser mes livres. Eh bien, espérons que cette émission participera aussi à te faire connaître d'un nouveau public, à pouvoir diffuser ces ouvrages, ces œuvres, hein, vraiment, ces dessins satiriques, humoristiques, ces histoires illustrées qui permettent de sensibiliser avec tout un travail en amont de recherche. Hein. Tu attaches aussi de l'importance à la qualité des informations que tu partages. J'encourage la communauté aussi à te découvrir sur ton site internet, hein, qu'on a mis dans le live, dans les commentaires et que vous pourrez retrouver sous la vidéo, aussi le lien vers tes BD, vers ton Facebook, vers ton YouTube. Et on a aussi mis donc ton adresse mail pour les gens qui veulent te contacter. En tout cas, c'était un grand plaisir. Je ne sais pas, je te laisse un petit mot de la fin. Si tu avais une question que je ne t'avais pas posée, que tu aurais aimé que je te pose. En tout cas, je vous remercie, vous, parce que vous m'avez permis de parler librement. Ça, c'est énorme. Donc, merci, un grand merci à votre chaîne. Et puis, voilà, donc, voilà, un grand message, gardez espoir. Il peut se produire des choses, des fois, auxquelles on ne s'attend pas. Des renversements de situation très rapides, des fois. Mais encore une fois, c'est l'évolution de nos consciences qui fera basculer toute la conscience planétaire. Voilà. Donc, merci à vous. Merci d'avoir suivi cette émission. Et puis, plein de bonnes choses à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Je remercie aussi Juliette qui était à la technique avec moi aujourd'hui. Je remercie toute la communauté qui était présente et qui a échangé ensemble avec des petites questions qu'on a fait remonter. Voilà, c'était René Biquel et Akina sur le Front Médiatique. Belle journée à vous et même bon appétit. Au revoir.